Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à la revanche des parias, à la revanche des oubliés, à la revanche de cette France invisible, de cette France silencieuse, de toute cette France que j'ai profondément respectée quand elle était gilet jaune, quand elle était bonnet rouge, quand elle était révolutionnaire. Ce que nous vivons, de mon point de vue, est un effondrement de toutes les idéologies, pas simplement de l'idéologie mondialiste dont je vous ai parlé, mais de tout le reste de ces prêts-à-penser qui s'effondrent sous nos yeux. Il suffit de voir l'état de l'école, de l'hôpital, de la cohésion nationale, etc. Et c'est ce monde-là qui s'effondre sous nos yeux dans une accélération de l'histoire qui est phénoménale et assez enthousiasmante. Et en même temps, avec naturellement tous les risques qui sont ceux qui sont liés à une révolution. Nous vivons une révolution. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes journaliste, éditorialiste et essayiste. On va revenir aujourd'hui sur l'actualité politique et notamment les élections législatives qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur la décision prise par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale immédiatement après l'annonce des résultats des élections européennes qui ont vu le RN arriver largement en tête? On peut y voir deux versions. La première version à laquelle je m'attache par respect pour le président de la République, c'est que c'est un acte éminemment démocratique. C'est-à-dire que voyant effectivement que sa majorité avait été mise en minorité lors des législatives européennes, 13 et quelques %, le président a pris cette décision de demander au peuple de trancher et pour savoir s'il pouvait ou non retrouver la confiance du peuple. Le problème, là où cela chope, c'est que j'ai le sentiment que le président, en ayant dissous l'Assemblée nationale, a été persuadé de faire une bonne opération et qu'il pourrait effectivement se rétablir auprès de l'opinion, auprès des Français, dans le rôle de sauveur de la nation et dans le rôle de rempart aux extrémismes. Or, je crains pour lui que cette décision intempestive, un peu irraisonnée, que je salue donc démocratiquement, incontestablement, est une décision qui risque de lui revenir dans le nez, parce que ne serait-ce que son entourage, tout son entourage a été naturellement suffoqué de voir tant de légèreté, tant de facilité à jeter, a-t-il dit, une grenade dégoupillée dans les pattes de ses adversaires pour voir l'effet que ça faisait. Donc c'est vraiment, me semble-t-il, un trait d'abord de son caractère, de son narcissisme, de cet homme blessé dans son ego qui, ne supportant pas de ne pas être aimé, va essayer coûte que coûte de se rétablir au cœur de cette campagne des législatives. Or, son entourage est en train de lui dire que plus il se montre, plus il fait monter l'irritation des Français. Et donc, nous avons vu très dernièrement que c'était le Premier ministre qui avait été chargé de conduire cette campagne électorale, cette campagne présidentielle presque, en fait, cette sorte de plébiscite à demi avoué sur sa personne. Et je crains pour lui que ce pari qu'il s'est donné à lui-même de se rétablir dans l'opinion ne lui fasse comprendre, dans le fond, que l'opinion non seulement le rejette, mais pour partie le déteste. C'est surtout ça qui apparaît maintenant dans les discours et dans les réactions de l'homme de la rue, c'est qu'il y a une profonde détestation du personnage, d'abord de ses travers personnels, de ce narcissisme, de cet égotisme, de cette manière qu'il a de ne pas vouloir atterrir, et puis également, plus gravement, et il y a un rejet de ce qu'il représente comme politique. Je crois que là, nous sommes à un tournant, c'est le tournant du rejet de toutes les idéologies, mais singulièrement de l'idéologie mondialiste, ce qu'il était censé représenter avec cette idéologie supranationale, représentée également par l'Union européenne, qui elle-même est remise en question dans sa supranationalité. Et donc c'est tout un monde qui s'effondre, un monde de mondialisme, un monde qui méprisait et le peuple et les nations. Et là, ce à quoi nous assistons, c'est une accélération de l'histoire qui voit se réveiller et les peuples et les nations, pas simplement en France, mais un petit peu partout en Europe. Et comment est-ce que vous analysez justement le résultat des élections européennes? Que traduit cette percée du RN? Est-ce que ça conforte finalement ce que vous disiez, un rejet des élites politiques traditionnelles? Ou est-ce que c'est aussi un vote de sanction envers Emmanuel Macron plutôt? Cela reflète ce que reflètera les élections législatives françaises, c'est-à-dire une profonde colère française, une profonde colère européenne également, parce que c'est encore une fois, c'est un mouvement, ce mouvement national, je ne sais pas comment l'appeler, patriotique, ce mouvement
identitaire également. Il y a aussi une quête d'identité qui traverse toute l'Europe, s'est révélée à travers ces européennes. Et donc c'est une colère, en effet, une colère enfouie, une colère que n'a jamais voulu entendre le président de la République, très bizarrement. Rappelez-vous aussi, 5 mois avant les Gilets jaunes, il avait fait une petite balade mémorielle en France et il avait déclaré « Je ne sens pas la colère ». Il lui avait pété à la figure 5 ou 6 mois après. Il avait refait le coup très dernièrement sur les grandes manifestations sur les retraites. Donc on voit que c'est un homme qui vit sur son nuage, qui est persuadé, qui s'admire énormément, qui pense qu'il est le plus intelligent de tous et qui ne comprend pas comment vivent les gens, qui ne comprend pas la misère des gens et qui, quand ces gens-là se plaignent, les traite de populistes, de racistes, de xénophobes et les insulte en règle générale. Et donc, quand vous avez un président de la République qui commence à insulter toute une partie de sa population qui devient de plus en plus importante, celle qui vote en tout cas pour les partis dits extrêmes, en tout cas les partis populistes, la France Insoumise ou le Rassemblement National, c'est donc un président qui commence à cracher sur son propre peuple. Et donc ce n'est pas tenable. Dans une démocratie, en tout cas, ça peut être tenable naturellement dans une dictature, dans un régime autoritaire. Et d'ailleurs, parfois, il prend les plis de cet autoritarisme-là, mais je ne lui ferai pas le procès, bien sûr, de vouloir nous installer en dictature, et puisque j'ai souligné son acte démocratique de revenir aux urnes. Mais simplement, si on suit maintenant cette logique de la démocratie et du plébiscite, s'il avait à essuyer une défaite flagrante le 7 juillet, avec par exemple un Rassemblement national uni aux Républicains de Ciotti qui aurait la majorité absolue, se poserait la question de savoir si son mandat ne devrait pas non plus être remis en question, parce que là il y aurait un désaveu de lui-même, mais n'est pas De Gaulle qui veut. Je crois que la question lui a été posée et il a répondu que lui ne démissionnerait pas quoi qu'il arrive. Oui, sans rien ne l'oblige à démissionner, mais je ne vois pas très bien comment lui qui s'est installé au pouvoir en disant qu'il ferait rempart de son corps au Rassemblement national et qui plus il parle, plus il le fait monter, et là son coup de poker viendrait si vraiment ce scénario se réalise, mais il y a d'autres scénarios, on pourra peut-être y revenir, mais si ce scénario d'une majorité absolue avait été à advenir, naturellement, il serait le président qui aurait fait venir à Matignon un Premier ministre au Rassemblement national. Donc il y en a qui se suicident pour moins que ça. Mais alors d'ailleurs, en marge du G7 qui s'est déroulé du 13 au 15 juin en Italie, Emmanuel Macron donc, a déclaré qu'il avait entendu le message des élections européennes, qu'il avait compris le ras-le-bol exprimé par les Français, notamment sur les questions liées à l'insécurité ou l'immigration, mais aussi au pouvoir d'achat, et soulignant qu'il fallait aller plus vite et plus fort pour faire changer les choses. Oui, il a dit qu'il avait compris, effectivement, mais qu'il avait compris le problème qui était posé par l'immigration. Mais quelques jours auparavant, j'avais écouté sa conférence de presse, et il avait dit, simplement en parlant de l'immigration, qu'il allait réduire l'immigration clandestine, et qu'il avait un mea culpa, c'était de ne pas avoir résolu de mémoire le problème des logements pour les jeunes. Donc il y a beaucoup de mea culpa à attendre de lui, mais certainement pas celui du logement sur les jeunes. On voit bien que là c'est un artifice, et que si effectivement le problème de l'immigration est l'éléphant au milieu du salon, ce n'est pas l'immigration clandestine seulement qui serait à réduire. D'abord, celle-ci serait à supprimer, non pas à réduire, mais l'immigration légale qui fait venir 500 000 personnes par an. Or, de ceci, le président de la République n'en avait pas parlé. Alors, 2 jours plus tard, en effet, il a tenté de corriger le tir en disant qu'effectivement, il avait entendu le peuple. Il serait peut-être temps, ça fait quand même 7 ans, ou même plus que ça, que le peuple tambourine en disant que maintenant l'immigration de peuplement devient un problème et non plus une chance pour la France. Et donc, on voit que c'est un président, encore une fois, qui est absolument déconnecté du sens des réalités, et alors même que ce que nous vivons, de mon point de vue, est un effondrement de toutes les idéologies, pas simplement de l'idéologie mondialiste dont je vous ai parlé, mais de tout le reste de ces prêt-à-penser qui s'effondrent sous nos yeux. Il suffit de voir l'état de l'école, de l'hôpital, de la cohésion nationale, etc. Et que nous assistons à un coup d'état des réalités. Or, cette révolution du réel est une révolution qu'il n'a pas analysée. C'est en cela qu'il n'a pas les éléments, me semble-t-il, de réponse à ce nouveau monde qui advient et qui fait s'effondrer ce vieux monde politique qui est dans l'entre-soi depuis 50 ans et qui s'est écarté à ce point du peuple français, que celui-ci maintenant ne fera plus confiance à ceux qui disent qu'ils l'ont entendu, parce qu'il est trop tard. Macron disant maintenant qu'il va s'occuper d'immigration, c'est trop tard pour lui. Je pense que les Français ont compris que ce personnage était un personnage faux, un personnage qui n'entendait que ses certitudes et qui n'entendait pas, en tout cas, répondre à ce qu'il a d'ailleurs lui-même appelé des ressentiments populistes, puisqu'il s'est présenté comme étant
un progressiste face à des populistes. Or, quand vous vous présentez comme étant à l'ennemi des populistes, bien vous vous présentez comme étant un ennemi d'une partie d'un peuple, pas de tout le peuple, mais en tout cas, je trouve que le populisme, d'abord, n'est pas un gros mot. Un populiste, c'est celui qui s'attache à la vie des gens, qui s'attache à écouter les gens. Je veux bien moi-même me réclamer du populisme. Si, dans ma profession, je me suis toujours attaché à être le porte-voix d'une France qui n'avait pas la parole. Je ne prends pas toute la France qui n'a pas la parole, je prends naturellement mes opinions, mais j'ai tenté précisément, mais depuis très longtemps, ça fait 30 ans, d'essayer de me mettre à l'écoute de ces Français qui sont méprisés, méprisés pas simplement par Macron, mais méprisés par toute cette nomenclature qui s'est succédée au pouvoir depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est ce monde-là qui s'effondre sous nos yeux dans une accélération de l'histoire qui est phénoménale et assez enthousiasmante. Et en même temps, avec naturellement tous les risques qui sont ceux qui sont liés à une révolution. Nous vivons une révolution. Donc pour vous, finalement, les chances de renaissance et de ses alliés aux prochaines législatives, au regard du bilan du chef de l'État que vous venez de décrire, sont relativement minces. Alors Emmanuel Macron est persuadé qu'il va gagner, donc dans son esprit, il y va pour gagner. Il n'est pas habité, Cécile de répéter, par l'esprit de défaite. Donc il pense encore, comme il pensait qu'aux législatives des européennes, il pouvait gagner, et il disait à ceux qui l'entendaient, de son entourage, qu'il pensait que son parti aurait plus de 20%, il en a eu 13%. Et là, je ne suis pas à sa place, mais je me mets à sa place et je pense qu'il est persuadé, en effet, qu'il va réussir à passer, en tout cas, les 20%. Or, les législatives qui s'annoncent avec un taux de participation à peu près de 60%, ce qui serait déjà beau, ce qui veut dire que le ticket d'entrée au deuxième tour se situe à 20%. C'est-à-dire que si le parti présidentiel a moins de 20%, il ne sera pas au second tour. Or, rien ne dit pour l'instant, et les sondages pour l'instant disent plutôt l'inverse, que le parti présidentiel pourrait atteindre ces 20%. Donc ce qui risque d'advenir, en effet, c'est que non seulement les députés Renaissance perdent en envergure, mais peut-être même n'aient plus vraiment leur place dans le périmètre parlementaire. Donc je pense, encore une fois, que le président se paye de mots et ne comprend pas maintenant que le monde a changé à tel point que lui-même doit redescendre sur Terre. Et alors ces élections législatives anticipées ont aussi provoqué une fracture au sein du parti Les Républicains. Donc Éric Ciotti a décidé de s'allier avec le Rassemblement national contre l'avis des principaux responsables de son parti, qui ont tenté de l'évincer de la présidence des Républicains. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative prise par Éric Ciotti ? Écoutez, je la trouve très courageuse, je la trouve nécessaire, même si je la trouve un peu audacieuse. C'est vrai que Ciotti n'a pas mis les formes. Alors, son initiative est légale, puisque le tribunal des référés a considéré qu'en effet, Ciotti pouvait se prévaloir d'être toujours président des Républicains, mais on voit bien que Ciotti, malgré tout, y a été à la hussarde en oubliant de demander au bureau politique et à ses amis ce qu'ils pensaient de l'initiative qu'il allait prendre, lui-même n'en ayant pas parlé, si j'ai bien compris, n'en ayant pas parlé à ses proches, en tout cas au baron, au chapeau pointu, comme on dit, notamment du Sénat. Donc moi j'applaudis au courage de Ciotti, j'entends la critique qui lui est faite de dire qu'il y a quand même été d'une manière brutale, et c'est vrai, il y a été d'une manière brutale, mais il y a été malgré tout d'une manière légale. Et aujourd'hui, je pense que, alors naturellement, il a sur le dos tous les apparatchiks des Républicains qui vont tout faire pour le faire tomber. Il a également sur le dos toute la Macronie qui va tout faire pour le faire tomber, mais je constate que Ciotti s'est inscrit aujourd'hui dans une envergure politique que je n'avais pas vraiment décelé chez lui jusqu'alors. C'est un homme courageux, incontestablement courageux, et c'est un homme qui va faire beaucoup pour la politique dans la mesure où c'est lui qui a creusé la brèche dans le mur du politiquement correct qui interdisait jusqu'alors à la droite de se rapprocher de ce qui est appelé l'extrême droite. Je conteste ce terme maintenant quand il s'applique au Rassemblement national, qui n'a plus rien d'extrême droite, et depuis bien longtemps. Le Front national était d'extrême droite, le Rassemblement national ne l'est plus du tout. C'est un parti qui ressemble au RPR, c'est un parti dont la sociologie, disait très récemment un sociologue, représente celle de Nicolas Sarkozy en 2007, mais malgré tout, il y avait toute une partie de la droite pétrifiée qui, de peur de se faire remonter les bretelles par la gauche morale, persistait à vouloir instituer ce cordon sanitaire. Et donc je reconnais à Ciotti un grand courage,
Je reconnais à Ciotti qu'il s'est inscrit peut-être même dans l'histoire française, en tout cas dans la petite histoire des droites françaises, peut-être dans la grande histoire des droites françaises. Et j'observe également que cette brèche qui maintenant permet à des hommes de droite de se réclamer d'une alliance possible avec le Rassemblement national est une brèche dans laquelle se sont engouffrés aussi, alors préalablement à lui d'ailleurs, pour être tout à fait exact, des hautes personnalités comme Serge Klarsfeld, qui est une personnalité morale éminente et qui lui-même a dit qu'en cas de second tour entre la France insoumise et le Rassemblement national, Klarsfeld, donc le chasseur de juifs, de nazis, le protecteur des juifs, voterait le Rassemblement national. Alain Finkielkraut, dont on connaît les opinions et dont on connaît la réticence naturellement à vouloir s'assimiler à la droite, il vient de l'extrême gauche, mais a dit très récemment également dans l'Express que la mort dans l'âme, dans ce même cas de figure, il voterait très vraisemblablement pour le Rassemblement national. Donc vous voyez, et puis dans les conversations privées, vous voyez bien maintenant que les gens ne font plus mystère de leur décision de voter Rassemblement national, peut-être d'ailleurs souvent dès le premier tour. Donc on voit qu'aujourd'hui, le rejet du système est tel, et le rejet du politiquement correct est tel, et le rejet des interdits de pensée est tel, que le Rassemblement national s'est institué, sauf dans les médias où il est encore diabolisé comme étant un parti d'extrême droite fasciste et nazi, mais il s'est institué comme un parti quasiment modéré. Et il est d'ailleurs d'autant plus modéré quand on voit les positions folles qui sont prises maintenant par la gauche extrême, par l'extrême gauche, enfin par LFI, par ce front de la honte, on y reviendra peut-être. Oui, d'ailleurs, il y a eu certains hommes politiques qui ont eu des mots très très forts à l'égard d'Éric Ciotti. Xavier Bertrand a parlé du choix de la collaboration. On a eu Gérald Darmanin qui a déclaré qu'il avait signé les accords de Munich et qu'il enfonçait la famille gaulliste dans le déshonneur. Claude Malhuret qui a dit qu'il s'était vendu aux héritiers de Pétain, donc il a quand même essuyé des critiques très très violentes de la part de personnes... Non mais c'est d'une bêtise accablante. J'ai honte pour ceux qui disent ces bêtises-là. Vraiment, si cela ne tient plus debout, c'est la réduction ad Hitlerum. C'est-à-dire que si vous voulez dévaloriser un adversaire, vous lui dites qu'il est stalinien s'il est de gauche ou nazi s'il est de droite, mais cela n'a plus rien à voir. Si vraiment il y a une menace fasciste aujourd'hui en France, et il y en a une, elle est du côté de l'extrême gauche qui menace de contester par la rue le résultat des urnes, de cette extrême gauche qui s'affiche maintenant avec tout un monde antisémite. Alors là, il y a une vraie menace fasciste qui est présentée également avec cet islam politique qui est devenu l'allié notamment de Mélenchon. Mais là, je n'entends pas tous ces hommes politiques, soi-disant à l'affût d'un dérapage totalitaire, mettre en garde contre ce totalitarisme-là. Non, ils me font de la peine. Ils me font de la peine dans leur profonde bêtise à ne pas vouloir analyser aujourd'hui quelle est la mutation sociologique et politique de tout ce peuple français. Et c'est une insulte que de faire croire que ce peuple majoritaire, ils sont presque 50%, serait un peuple fasciste, nazi, qui réclamerait le retour d'Hitler. Aux fous, mais ces gens sont fous. Ils méritent leur sort qui est celui de tomber dans les oubliettes, très franchement. Malhuret comme les autres, non, d'ailleurs ils ne font plus rire. Je vois bien que Malhuret s'était également pris un rôle d'amuseur public au Sénat avec un certain talent, je le reconnais parfois, mais son mépris constant de tous ceux qu'il considère comme étant un peuple ignare ou un peuple qui fume des clopes et roule en diesel, ce n'était pas de lui, mais enfin lui-même aurait pu le signer, qui avait été d'une méchanceté accablante face à la colère des Gilets jaunes, qui n'était qu'une colère, en fait, une expression d'une France oubliée, d'une France invisible qui voulait simplement avoir sa place au cœur de la démocratie, et de voir ces petits barons pérorants et riant au nez de ces pauvres gens qui n'arrivent à peine à boucler leur fin de mois, cela m'écœure, j'allais presque dire, cela me fait vomir, mais c'est ce mot qui est maintenant employé par tous ceux qui à gauche ont vu arriver le Rassemblement national en tête des élections. On a beaucoup vomi à gauche maintenant, c'est comme ça qu'ils parlent, en désignant des propos nauséabonds. Je trouve que ce qui est nauséabond aujourd'hui, c'est ce que l'on entend de la part de ces apparatchiks des Républicains qui osent comparer Ciotti à Hitler. Enfin, il n'y a pas plus bête que cela. Enfin, franchement, le procès qui a été fait à la droite d'être la plus bête du monde est encore un procès qui peut s'ouvrir et s'étayer, en tout cas quand on entend ces imbécilités-là. Est-ce que vous pensez que d'ailleurs les dissensions qui sont apparues au sein des Républicains sonnent finalement la fin de ce parti? Est-ce qu'ils sont voués à disparaître? Écoutez, je ne suis pas prophète, mais enfin, a priori, le parti est fini.
il est parti, ce parti est fini d'abord parce que il a déjà perdu 3 élections présidentielles de suite, sans avoir à se demander pourquoi il avait perdu celle face à Hollande, puis celle face à Macron, puis encore celle face à Macron. Et j'ai suivi ce parti-là, c'est un parti que j'ai soutenu à ses débuts, mais c'est un parti contre lequel j'ai émis les critiques que je vous émets maintenant, c'est-à-dire d'être complètement indifférent à la vie des gens, mais c'était ceci déjà il y a 15 ans, 20 ans. Et déjà à l'époque, on était quelques-uns à dire aux Républicains de s'ouvrir à la misère humaine, tout simplement, à la misère de la classe moyenne. C'est la classe moyenne aujourd'hui, c'est ce peuple oublié qui fait l'histoire, qui écrit l'histoire. Or, vous avez eu, à cause de ces apparatchiks, à cause de ces grands chefs à plumes, à cause de cette sorte d'aristocratie méprisante qui a représenté notamment au Sénat à travers tous ces sénateurs républicains qui ont voulu faire un putsch contre Ciotti en reprenant de force son bureau, eh bien voilà, ils ont construit le naufrage des républicains et vraiment je n'écraserai pas une larme contre la disparition de ce parti, car ce parti va disparaître. À l'évidence, il va disparaître maintenant tiraillé qu'il est entre ceux qui rejoignent Ciotti pour parti et ceux qui vont rejoindre le parti présidentiel. Et de ce point de vue-là, le président de la République a eu raison en annonçant une clarification. Et en effet, cela clarifie les choses, en tout cas pour les Républicains. Les Républicains ont à choisir leur camp. Oui, puisque d'ailleurs on voit qu'il y a certaines circonscriptions où il y a des accords ou des pactes de non-agression entre les Républicains de canal historique et puis Emmanuel Macron, enfin le parti Renaissance. Oui, le président du Sénat, M. Larcher, va retrouver ses mandats grâce à un pacte de non-agression avec M. Macron notamment. Et d'autres encore ont vendu, me semble-t-il, leur âme au diable, parce que derrière Macron, il serait faux également de penser que Macron ferait obstacle à la France insoumise. Ce n'est pas tout à fait exact non plus. Je vois bien qu'on nous dit qu'il y a maintenant 3 blocs, la France insoumise, enfin le Front de gauche, le Rassemblement et Républicain et le Parti central, mais ce Parti central macronien penche souvent du côté du Front de gauche. J'en veux pour preuve Madame Violette Spilbou, qui est députée du Nord, qui hier dans le Libération disait en cas de duel entre LFI et Rassemblement National, je voterai LFI, et vous vous rendez compte que dans toute cette bourgeoisie des grandes villes qui votent indifféremment ou Macron ou la France insoumise, singulièrement à Paris, eh bien vous avez des ponts entre les deux. Vous avez cette bourgeoisie-là, qui est une bourgeoisie qui rejette le Rassemblement National, et une bourgeoisie qui est prête à s'allier, dans le fond, dans ce pacte de la honte. Et la candidature, dans le fond, pour illustrer ce que je dis, la candidature de Hollande, que j'assimile comme étant un représentant de cette bourgeoisie urbaine, qui lui-même va rejoindre ce front de la honte-là, en balayant la pestilence des propos antisémites que l'on peut y entendre, marque bien que Macron n'est pas un obstacle à cette extrême gauche. D'autant plus d'ailleurs, pour être encore plus précis, que cette extrême gauche de Mélenchon et celle de Macron défendent le même type de société, qui est une société ouverte, une société multiculturelle, une société supranationale, et que la société de Mélenchon, cette société créolisée de Mélenchon convient parfaitement à la société, effectivement, de Macron, qui défend qui défend cette société ouverte. Or, ce que l'on voit apparaître à travers le vote dit populiste, le vote populaire, le vote national, c'est précisément un refus de cette société ouverte. Je ne dis pas que les gens préfèrent maintenant une société fermée, mais ils mettent en cause, effectivement, cette société dite de la diversité. Vous avez eu Mélenchon qui, avant-hier, nous a dit que ceux qui mettaient en cause la cohésion nationale étaient ceux qui se réclamaient d'être français de souche. Vous vous rendez compte de ce que cela veut dire ? Moi, je suis un Français de souche, je ne m'en fais pas mystère, je ne le clame pas sous les toits, mais cela voudrait dire que je deviendrais encombrant aux yeux de la France insoumise, parce qu'un Français de souche serait donc un Français trop blanc, dans le fond, et ce serait un Français qui refuserait de s'assimiler à la nouvelle société créolisée, c'est-à-dire à la société islamisée. Quand vous écoutez Mélenchon, Macron pourrait presque dire la même chose. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une énorme violence identitaire qui est portée, mais par l'extrême gauche, avec un appui tacite, en tout cas, me semble-t-il, du parti présidentiel. Et tout ceci, d'ailleurs, a des relents de guerre civile. Si vous voulez aller au bout de ces ressentiments et de ces luttes de race, parce que là, on parle vraiment de lutte ethnique,
eh bien cela peut amener au pire. Et donc il faut faire très attention aux ennemis que l'on désigne. Quand j'entends donc ces imbéciles de droite dire que c'est le PR et le RN qui sont une menace fasciste, qu'ils regardent donc avec qui ils vont s'allier eux-mêmes, car la menace fasciste, elle est dans leur camp. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu quelques parallèles qui ont été faits entre l'alliance qui avait eu lieu en Iran dans les années 70, justement, entre les communistes et puis les extrémistes religieux, et le parallèle donc avec Mélenchon, enfin en tout cas la France insoumise, qui pourrait finir par se faire dévorer par les extrémistes islamistes avec lesquels elle s'allie. Et le plus cocasse, c'est de voir dans les manifestations LGBT, vous avez maintenant dans toutes les manifestations LGBT, homosexuels, etc., le drapeau palestinien qui est également brandi par des drag queens. Vous mettriez une drag queen ou un LGBT à Gaza, il ne tiendrait pas un quart d'heure, car on sait le sort qui est réservé aux homosexuels et davantage encore pour les transsexuels dans ces genres de régimes autoritaires qui détestent, qui a fait de la détestation de tous ces gens-là un motif de mise à mort. Et donc, encore une fois, on est vraiment dans la bêtise accablante. Et simplement, on voit que l'apathie est telle, et c'est un peu ce qui me révolte le plus, c'est que l'apathie est telle, singulièrement à gauche, qu'on laisse quasiment tout passer, et toutes les âneries maintenant, les plus grosses, peuvent en effet être revendiquées comme étant des actes de libération. Mais qu'ils continuent comme ça, et on verra. Et effectivement, vous avez raison, Mélenchon sera la première victime de cette révolution islamiste qu'il croit soutenir en voyant dans l'islam un islam révolutionnaire qui serait ce qui lui permettrait de se retrouver dans ses fondamentaux trotskistes et communistes. Mais non, la révolution dévore ses enfants, et la révolution, si elle advient, ce que j'espère pas, la révolution islamiste qu'il propulse le dévorera en premier, parce qu'il reste malgré tout le représentant d'un monde occidental qui est détesté par tous ces gens-là. Mais enfin, bon, est-ce qu'ils sont encore capables de comprendre ces fondamentaux, dans le fond, d'une haine que portent ces idéologies face à ceux qui ne leur ressemblent pas? Il y a quand même plusieurs figures de la gauche social-démocrate, comme notamment les anciens ministres Bernard Cazeneuve, Manuel Valls ou Jean-Yves Le Drian, qui ont été très critiques vis-à-vis de cet accord entre les différents partis de gauche, qui ont dénoncé d'ailleurs la présence de la France insoumise et puis aussi du nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou. Je les applaudis, ils ont toute mon admiration, mais vous en avez cité trois, et Jérôme Guedj pourrait être le quatrième, mais à part eux, vous avez bien vu que tout le monde s'est rangé. Glucksmann, que je suivais attentivement, que je pensais être un honnête homme qui lui-même défendait une démocratie qui me semblait être une démocratie qui serait intransigeante, en tout cas, sur ce que vivent les Juifs face au terrorisme islamiste. Or, vous vous rendez compte que lui-même, pour un plat de lentilles, s'est renié très rapidement pour rejoindre ce front de la honte, qui, encore une fois, est un front de la honte qui fait cohabiter la NPA et LFI qui rechigne à parler de mouvement terroriste quand il parle du Hamas, et qui désigne le Hamas comme étant un mouvement théocratique, plutôt que d'avoir à dire que le Hamas est un mouvement islamiste. Donc vous voyez bien la honte, je n'ai même pas les mots pour montrer le mépris que suscitent tous ces gens, tous ces donneurs de leçons, de ceux qui se réclamaient d'une social-démocratie et qui intiment encore à la droite de ne pas s'allier avec le Rassemblement national au prétexte que ce serait une insulte à la démocratie, et eux se permettent toutes les pires bassesses qui soient en s'alliant maintenant avec des partis violents, antisémites et avec des partis qui sont prêts, si Bardella avait à gagner ces élections, qui sont prêts à redescendre dans la rue dès le 8 juillet afin de contester ces élections-là par la violence. On sait très bien comment ça va se terminer. Ces gens-là ne respectent pas la démocratie. Ce sont, encore une fois, au risque de me répéter, ce sont les fascistes, les nouveaux fascistes sont là. Et quelles seraient les conséquences, selon vous, si justement ce nouveau Front populaire obtenait une majorité absolue à l'Assemblée nationale? Écoutez, je n'ose penser à cette hypothèse. Ben, les hypothèses seraient effrayantes. Si c'était ceci, mais je ne vois pas comment cela peut arriver malgré tout, parce que c'est un parti qui est quand même très répulsif, qui a ne serait-ce que on parle beaucoup du programme économique du Rassemblement national en disant qu'il est délirant, mais alors celui de la France insoumise assommerait la France encore plus, et puis surtout, ce serait la guerre civile déclenchée, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un
un Européen, un Français français, un Français d'origine française, un Français blanc serait désigné comme étant, dans le fond, un homme à éradiquer. Et d'ailleurs, c'est le mot l'éradication est un mot en lapsus, mais qui a été prononcé par Clémentine Autain en disant « il faudra les éradiquer ». Elle parlait précisément de tout cela qui les gêne et dans lesquels je me mets. Et moi, je pense que, donc, je ne crois pas à cette hypothèse, mais si j'avais à vous suivre, naturellement, ce serait un désastre pour la France. Ce serait un plongeon d'abord dans une France islamisée immédiatement. Ce serait la charia au bout du compte. Et puis, ce serait la honte pour tout le monde. Ce serait la fin de la France, bien sûr. Mais je pense que les Français n'iront pas jusque-là. Je pense que je crois au sursaut des Français, mais en même temps, l'histoire est tellement surprenante ces derniers temps que je me garderais bien de faire des paris. Quoique sur ce pari-là, je veux bien le tenir. Parce qu'on en a aussi certains qui renvoient justement de dos à dos le Rassemblement national et puis le nouveau Front populaire et qui refusent de choisir entre les extrêmes. Est-ce que cette mise en équivalence a du sens pour vous? Elle n'en a aucun. Encore une fois, mais là je l'ai déjà dit, le Rassemblement national n'a plus rien à voir avec ce qu'était le Front national de l'époque. Je pense que c'est même lassant d'avoir à le répéter, puisque ce n'est pas moi qui le répète, c'est la sociologie même qui le répète. On voit maintenant que les retraités, les bourgeois, tous ceux qui rechignaient à rejoindre ce parti-là, le rejoignent maintenant à équivalence des autres partis. Et que, encore une fois, le Rassemblement national, outre le fait qu'il est encore moins radical que ne l'était le RPR des années 90, il faut relire le programme du RPR des années 90, hein, et c'était beaucoup plus rude que le programme du Rassemblement national. Mais aujourd'hui, M. Giacometti a fait une analyse récente dans je ne sais plus quel journal, dans le Figaro, je crois, pour montrer que la sociologie maintenant du Rassemblement national se rapprochait, était équivalente à celle de la sociologie qui soutenait Nicolas Sarkozy dans sa dernière élection, dans sa campagne de 2007. Et donc, non, ce n'est pas équivalent, il n'y a plus rien d'équivalent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui est tendu notamment par les footballeurs qui disent qu'ils veulent se mobiliser contre les extrêmes. Il est faux de dire que le Rassemblement national est un parti extrême. C'est même devenu, d'ailleurs il se le revendique comme étant un parti modéré. Il y a un parti extrême, en effet, qui est à l'extrême gauche, et c'est l'extrême gauche, d'ailleurs, qui désigne la menace extrême en désignant la droite, mais la droite n'est plus un parti extrême. Il y a peut-être une ultra-droite dans les méandres, naturellement, de cette droite qui a pu être extrême, je ne dis pas le contraire, mais cette extrême droite-là, elle est résiduelle. On ressort toujours les mêmes noms que sortent ceux qui veulent absolument coller une étiquette fantomatique d'extrême droite au Rassemblement national. Mais enfin, ces 3 ou 4 personnes ne sont plus d'abord dans l'entourage de Marine Le Pen et puis ils ne représentent rien par rapport à la force de la sociologie et à la force des attentes de la France. Ou alors c'est la France qui est devenue d'extrême droite. Mais alors dans ce cas-là, il va falloir le dire aux Français. J'ai l'impression que plus vous dites aux Français maintenant qu'ils sont d'extrême droite, plus ils sont prêts à envoyer balader tous ceux qui les insultent. Moi je crois qu'aujourd'hui nous assistons à la revanche des parias, à la revanche des oubliés, à la revanche de cette France invisible, de cette France silencieuse, de toute cette France que j'ai profondément respectée quand elle était gilet jaune, quand elle était bonnet rouge, quand elle était révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est une France qui devrait s'attacher les considérations de la gauche. Or, la gauche a oublié cette France-là au profit de cette France diversitaire, de cette France des banlieues, qui est respectable au demeurant, je ne dis pas le contraire, mais simplement elle le fait au prix de concessions avec un nouveau totalitarisme, le totalitarisme islamiste, qui devient accablant. On n'est pas sorti du nazisme, du communisme, du maoïsme pour retomber maintenant dans l'islamisme. Or, ce sont toutes ces gauches-là qui, décidément, n'arrivent pas à se réconcilier avec la liberté, qui sont prêtes aujourd'hui à se soumettre à une idéologie maintenant intimidante, en effet, qui est celle de l'islam dit révolutionnaire. Et donc, je pense que les Français n'en veulent pas, tout simplement. Donc pour vous, c'est la stratégie du Front républicain ou du barrage à l'extrême droite n'a plus de chance de fonctionner. C'est un message qui ne passe plus auprès des Français. Il marche encore peut-être à la marge, mais d'abord il n'a pas marché aux européennes, parce qu'aux européennes, vous avez vu quand même également toute cette force de l'intimidation des médias pour dire de ne pas voter pour le Rassemblement national, et les gens en ont fait à leur tête, ils ont bien eu raison, et ils ont porté le Rassemblement national en tête. Donc il reste encore dans certains journaux progressistes cette manière de vouloir intimer
un pseudo-ordre moral à la droite qui se déshonorerait, avec l'appui de la droite également, d'ailleurs, de ceux que vous avez cités tout à l'heure, qui ne veulent pas effectivement que la droite s'allie, Xavier Bertrand et compagnie, qui s'allient au Rassemblement national. Mais encore une fois, je pense que les Français sont devenus lucides et que, que ces intimidations ne fonctionnent plus, tout simplement, enfin, il me semble. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, vous parliez de la dédiabolisation du Rassemblement national ces dernières années, est-ce que vous pensez que Éric Zemmour et le parti Reconquête ont finalement aussi servi les intérêts de Marine Le Pen dans ce sens-là, en adoptant des postures plus radicales sur les sujets régaliens? Finalement, est-ce qu'ils ont aussi contribué à dédiaboliser Marine Le Pen? Vous avez raison, je pense en effet que Zemmour a eu un apport politique important dans la manière d'aborder frontalement les grands problèmes. Et Zemmour, on peut lui reconnaître des maladresses dans sa manière dans ses rapports avec Marine Le Pen, incontestablement, mais il est passé outre toutes ces réticences, tous ces politiquement corrects et ces interdits, pour parler clairement et pour dire que la menace qui menaçait la France était une menace notamment islamiste et liée à l'immigration de peuplement. Et dans ceci, il a permis en effet à la parole de se libérer, parce qu'aujourd'hui ces thèmes-là sont des thèmes qui sont abordés très librement, et lui il l'a fait peut-être même en se radicalisant encore davantage, ce qui a permis au Rassemblement national de se présenter en contraste avec Éric Zemmour dans une sorte de modération qui ne l'habitait pas a priori. Et donc effectivement, Zemmour a pu permettre aussi au Rassemblement national d'abord de se recentrer encore davantage et d'aborder maintenant sans frilosité toutes ces grandes questions liées à la crise identitaire, qui est une crise sur laquelle lui-même répondait avec beaucoup de pertinence et qu'aura naturellement à résoudre également le Rassemblement national, Jérôme Bardella, si c'est lui. D'ailleurs, on voit que le parti Reconquête est aussi menacé d'implosion, puisque Marion Maréchal, qui prônait une union des droites, a fini par être exclue. Nicolas Bay aussi, Guillaume Pelletier et Laurence Trochu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'avenir potentiel pour Reconquête avec ces défections? Écoutez, je ne sais pas trop, je suis très déçu, je trouve que c'est un gâchis ce Reconquête. Il avait été fondé et il était parti sur les chapeaux de roue avec le talent que l'on connaît à Éric Zemmour, qui avait su, comme je l'ai dit précédemment, poser les problèmes, les argumenter et secouer dans le fond l'inertie médiatique, l'inertie politique, afin d'imposer très courageusement ces sujets au cœur des débats. Il a été entendu, il a fait des meetings considérables, il a été bluffant. Moi je l'ai connu, j'ai partagé le même bureau que lui au Figaro pendant des années. Je ne l'avais jamais vu dans ce personnage, qui était un personnage plutôt renfermé dans le fond. Je n'avais jamais vu le potentiel qu'il a pu révéler en quelques mois. Donc en apprenant vite sur son rapport à la foule, son rapport au discours, etc. Et sur la manière qu'il a eu de pouvoir, par les mots, susciter un engouement. Et encore aujourd'hui, je constate que dans ses soutiens, cet engouement persiste. Simplement, il a gâché son talent, et je m'étais permis, le connaissant, de lui en faire la remarque très souvent en disant qu'en étant contradictoire dans le fait de soutenir une union des droites et en même temps d'insulter très systématiquement, ou en tout cas de mépriser très systématiquement Marine Le Pen. Je ne cessais de lui envoyer des tweets en disant « sois gentil avec Marine Le Pen », etc. Mais il n'a pas voulu écouter cela parce qu'il s'est pris à son jeu, pensant faire de la politique, et faisant de la politique ne pas faire de sentiment. Mais la politique, c'est aussi du sentiment, la politique, c'est du ressentiment, la politique, c'est de l'affect, la politique, c'est de l'empathie. Et je pense qu'il a été rattrapé par ses défauts. C'est pour cela que je lui en veux un peu, malgré tout. Alors je comprends sa déception d'avoir été lâché par Marion Maréchal, qui naturellement a fait de la politique, c'est-à-dire qu'elle a fait de la politique un peu brutalement, mais la politique, c'est ça aussi. Et lui-même avait fait de la politique un peu brutalement. Donc la brutalité qu'il a eue face à Marine Le Pen lui est revenue d'abord avec cette brutalité que lui a réservée Marion Maréchal. Et aujourd'hui, je ne vois pas, et j'en suis vraiment désolé, je ne vois pas comment il va pouvoir
rétablir des liens avec un parti, le Rassemblement national, qu'il a tout de même trop systématiquement insulté en lui faisant le procès, à Marine Le Pen qu'elle était incapable et que jamais elle ne serait présidente de la République. Bon, voilà, naturellement, ça peut être considéré comme étant des enfantillages et que l'on pourrait passer outre. Je trouve en effet que Marine Le Pen se grandirait en passant outre, et en disant et en invitant Zemmour, qui peut malgré tout apporter quelque chose, en invitant Zemmour à les rejoindre. Mais la politique aujourd'hui est aussi faite de personnages qui n'ont pas la grandeur de ceux qui sont prêts à pardonner au nom de la nation. Et donc je vois bien que bon, la politique produit les gens que les Français méritent aujourd'hui, et parfois ce sont des petites gens. Alors d'ailleurs, le manque d'expérience du Rassemblement national est parfois pointé alors à la fois comme une force aussi au niveau électoral, puisque les gens ont envie d'essayer un parti qui n'a jamais été au pouvoir, mais comme une faiblesse potentielle en cas justement d'accession aux responsabilités. Est-ce que s'il obtient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national est prêt à gouverner pour vous? Ce ne serait pas un cadeau, hein. Je pense que le Rassemblement national a ça en tête. Je pense qu'on voit bien le piège, malgré tout, qui est tendu par Emmanuel Macron au Rassemblement national, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, laisse une France exsangue, une crise financière, une crise d'endettement, une crise financière considérable. Les scénarios sont noirs, qu'ils soient là ou pas, les scénarios sont noirs. Et je pense que, connaissant la politique d'évitement d'Emmanuel Macron, il a en tête également de vouloir possiblement refiler le bébé de ces incuries gestionnaires au Rassemblement national, ce qui serait naturellement un piège pour le Rassemblement national. Et donc ce qui me fait dire d'ailleurs plus généralement que je ne suis pas certain que Bardella souhaite à ce point d'avoir une majorité absolue maintenant et qu'il se contenterait bien dans le fond d'une chambre introuvable, parce que je ne vois pas que le Rassemblement national puisse davantage que Macron gérer ce cataclysme économique qui se profile. Et je trouverais plus logique, dans le fond, que de laisser Macron se débrouiller avec ce qu'il a produit en endettement, en taux d'intérêt et en krach possible. Si je ne suis pas économiste, mais enfin, j'entends quand même les alertes, et ces alertes-là, elles ne sont pas dues au Rassemblement national. Elles sont dues à celui qui est au pouvoir depuis 7 ans. Donc je trouverais logique, juste, que ce soit celui-là même qui a produit ces effets, qui les répare. Et donc je ne suis pas certain que le Rassemblement national soit emballé par le fait d'avoir à se colter ceci, parce que cela voudrait dire peut-être qu'il échouerait et que dans la présidentielle de 3 ans plus tard, cela pourrait être porté à son passif. Donc il y a quand même une réflexion à porter. Et alors, d'autre part, je ne sais pas qui, au Rassemblement national, dans ses expertises économiques, serait capable de rétablir les comptes. Alors j'entends Bardella dire il faut rétablir les comptes, il faut une politique de rigueur. Bardella lui-même d'ailleurs est obligé de rabaisser les voiles et de revoir son programme économique à la baisse. Il remet à plus tard beaucoup de réformes, et singulièrement la réforme des retraites, etc. Mais il ne peut pas, si vraiment il veut gérer la France raisonnablement, ce qu'il compte faire, c'est-à-dire de ne pas effrayer notamment les retraités, parce que ce sont cet électorat-là qui est à conquérir, il est obligé de changer son fusil d'épaule. Et peut-être même de se renier, en tout cas, dans sa politique économique. Mais là, je n'ai pas les éléments, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'eux-mêmes aient ces éléments-là. Mais la logique voudrait que je pense que le soulagement serait pour Bardella, d'abord, malgré tout, de gagner ces élections. Je pense que la dynamique portera le Rassemblement national et son allié républicain en majorité au Parlement, il me semble malgré tout, mais ça pourrait être simplement une majorité simple, et avec cette perspective d'avoir en effet un Parlement ingouvernable. Et là, ce sera au président de la République lui-même de se débrouiller avec ce trait de génie qu'il a eu que de vouloir redemander aux Français de s'exprimer. Les Français auront exprimé une colère et un rejet de sa personne, mais ils n'auront pas donné les clés d'une stabilité politique. Et alors là, bon courage. D'ailleurs, vous parliez de la dette. Je crois que Bruno Le Maire a parlé d'une potentielle crise de la dette en cas d'accession du Rassemblement national au pouvoir du fait de son programme économique. Oui, écoutez, j'ai sauvé l'économie française, a-t-il dit il n'y a pas très longtemps. Je vous rappelle que la France est endettée à plus de 3 000 milliards d'euros, dont 1 000 milliards qui ont été dépensés très récemment par Emmanuel Macron lui-même.
Donc le Mozart de la finance est en réalité un casseur de la finance. Donc écoutez, le maire nous avait dit également qu'il allait briser l'économie russe. C'était il y a 2 ans. On voit que l'économie russe se porte bien, beaucoup mieux que l'économie française. Donc le maire dit beaucoup de bêtises lui aussi. Tout ce petit monde macronien se gratte le nombril, se trouve formidable, donne des leçons à la terre entière et est en train de laisser le pays dans une déroute monétaire, dans une déroute budgétaire, dans une déroute civilisationnelle, identitaire, éducative, sanitaire, enfin tout ce que vous voulez. Mais naturellement, ce ne sera jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres. Et donc j'imagine que le maire va pouvoir désigner encore le pauvre Ciotti comme étant, ou Bardella comme étant le responsable de toute la misère qui va nous tomber sur la tête. Non, ces gens-là ne sont pas sérieux. Malheureusement, ces gens-là ne sont pas sérieux. Et je trouve effrayant, ça, j'en avais lancé l'alerte il y a 7 ans déjà, je trouve effrayant que les Français aient à ce point été aveuglés et perméables à la propagande qui avait été celle très efficace de la Macronie de l'époque, de dire que la Macronie allait être le rempart précisément à la France française, à la France qui aurait pu écouter et suivre les discours de ceux qui étaient présentés comme des nationalistes, alors que rien n'est plus beau que de défendre la nation. Et d'ailleurs, vous disiez que le Rassemblement national, bon, effectivement, qui en cas d'accession au pouvoir demanderait un audit justement des comptes publics, pourrait être amené finalement à faire marche arrière sur certaines des mesures envisagées. Finalement, est-ce que de toute façon, il ne serait pas obligé, quoi qu'il arrive, de recentrer sa politique, un peu comme ce qui a pu se passer avec Giorgia Meloni en Italie? A priori, ça me semble évident. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une révolution du réel. Et donc, précisément, cette révolution du réel, c'est-à-dire ce pragmatisme qui s'impose maintenant à tous les hommes politiques qui ne peuvent plus maintenant venir avec des idées préconçues, des idées toutes faites, des idéologies. Ce pragmatisme-là oblige à regarder quel est l'état des choses et à y répondre d'une manière modérée afin précisément d'éviter d'aggraver la casse. Et donc je pense que Bardella doit être, j'imagine, dans cette philosophie-là, parce qu'il est le produit de cette révolution du réel-là. Il est le produit d'un pragmatisme. Alors certes, il n'y aura pas beaucoup d'envolées lyriques, ça ne va pas voler très haut dans les discours du Rassemblement national ni de la droite, mais on s'en fout un peu. Ce qui compte aujourd'hui, ce ne sont plus les envolées lyriques ni les belles phrases. Il va falloir maintenant s'attacher à réparer. Il faut s'attacher à survivre, il faut s'attacher au jour le jour, à avancer à petits pas et à essayer de répondre au plus près aux désirs des gens et à la dépossession des gens et au sentiment d'abandon des gens. Et je pense que Bardella, de ce point de vue, se garde, enfin si j'avais à lui donner un conseil, ce serait d'éviter qu'il ait à trop s'engager sur des programmes faramineux, mais qu'au contraire, avec modestie et pragmatisme, il ait à répondre en suivant une ligne naturellement qui serait la sienne, c'est-à-dire une ligne anti-mondialiste, anti-immigration, enfin, etc. On connaît ces fondamentaux, mais qu'il ne s'engage pas trop dans des promesses indues pour flatter par démagogie un électorat. Je pense que les Français ont compris aujourd'hui qu'on ne pouvait pas demander l'impossible à une nation aussi endettée et qu'il fallait être raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont raisonnables, en tout cas, ce ne sont pas ceux qui nous gouvernent actuellement, ni même ce président qui, par foucade, a voulu s'amuser en lançant des pétards dans les pattes des Français, il me fait penser un petit peu à Abdallah dans Tintin, vous savez, l'enfant roi d'un prince arabe qui mettait des pétards partout et singulièrement des cigares péteurs, etc. Et donc, il me fait penser un petit peu à cet enfant roi-là, qui s'amuse et qui s'ennuie et qui trépigne quand il est contrarié. D'autant que les projets de loi qui seraient portés par le Rassemblement national pourraient aussi éventuellement se heurter à une censure du Conseil constitutionnel, voire aussi aux prérogatives européennes en matière de souveraineté. Mais alors là, oui, bien sûr, c'est tout un système qui est à revoir. Donc tout ce système des juges, le pouvoir des juges protège maintenant ce système-là. Donc si Bardella avait à venir au pouvoir, et je pense que c'est ce qu'il a dans l'idée, ce serait d'abord de rompre avec ce système des juges, qui est un système qui empêche la souveraineté nationale de s'exprimer. Le pouvoir des juges, c'est une vieille affaire. Hein. Déjà, sous Louis XIV,
cela avait entravé sa marche, etc. Donc la royauté, Louis XVI est tombé sous le pouvoir des juges. Mitterrand en avait fait l'analyse lui-même. Et donc le pouvoir des juges est un pouvoir qui se substitue très facilement au pouvoir de l'exécutif. Donc Bardella a tout intérêt, bien sûr, d'abord à nommer quel est cet obstacle. Et cet obstacle, c'est le pouvoir des juges, en effet, des juges européens, mais des juges français également. C'est le pouvoir de cet état de droit que personne ne conteste, sauf que quand l'état de droit revient à contester une démocratie, là, cela devient plus ennuyeux. Donc, l'issue, mais je crois que Bardella en a fait l'analyse, je ne l'ai pas analysé plus que cela, c'est effectivement d'en revenir au peuple, quoi qu'il arrive, et de demander par référendum, bien sûr, à ce que la loi nationale soit rétablie dans sa priorité, en tout cas quand elle a à vouloir défendre des intérêts souverains, et que les juges passent après. Les juges appliquent la loi, les juges ne font pas la loi. Alors pour l'instant, ce sont les juges qui font la loi. Il y a quand même un dérèglement mental. Alors il y a un dérèglement mental là, à tous les niveaux, mais singulièrement au niveau juridique, où là il y a un dérèglement juridique qui ne tient plus debout. On marche sur la tête, effectivement, et singulièrement dans les grandes instances juridiques. Et vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi une forme de déception parmi les gens qui voteraient pour le Rassemblement national si justement ils n'arrivent pas à se défaire du Conseil constitutionnel, de la tutelle de l'Union européenne? Bien sûr que si, bien sûr que si. L'échec est toujours possible pour le Rassemblement national. Pour l'instant, le Rassemblement national est vu comme étant une force d'alternance parce que le Rassemblement national, par définition, n'a jamais gouverné, mais il est bien possible, et dans ce cas-là ce serait une grande déception, il est bien possible que le Rassemblement national se plante à son tour et qu'il faille trouver encore autre chose, une sorte d'union nationale différente. Mais enfin, là je ne peux pas faire de prospective, il me semble, et d'autant qu'on ne sait pas vraiment non plus quelles sont les équipes qui viendraient entourer le Rassemblement national s'il avait à gouverner dès le 7 juillet, s'il avait cette majorité absolue, qui forcerait en effet Macron à désigner Bardella comme étant Premier ministre. Et là, je ne sais pas pour l'instant qui viendrait. J'imagine qu'il n'y aurait que l'embarras du choix, mais je ne sais pas qui seraient les grosses pointures qui viendraient aider Bardella, naturellement. On ne peut pas se contenter de l'équipe actuelle que l'on voit sur les plateaux de télévision pour défendre la politique de Bardella, bien sûr. Et est-ce que, selon vous, on peut craindre aussi des émeutes, voire des situations insurrectionnelles en cas de victoire du Rassemblement national et d'accession de Jordan Bardella à Matignon? Est-ce que le troisième tour pourrait se jouer dans la rue, finalement? Malheureusement, c'est écrit. On le sait d'avance. On sait très bien que cette gauche totalitaire, que cette extrême gauche qui ne supporte pas l'idée même que d'une victoire du Rassemblement national descendra dans la rue pour attiser la violence. Ça, c'est une évidence. C'est un scénario qui peut aussi d'ailleurs rebuter pas mal d'électeurs, parce qu'à la veille des Jeux Olympiques, on peut craindre en effet des émeutes urbaines qui soient concoctées par... Vous avez vu qu'il y a un des candidats de la France insoumise à Avignon, et dont le nom m'échappe à l'instant, est un candidat qui est triplement fiché S. Raphaël Arnaud, je crois. Voilà, c'est ça, triplement fiché S, qui appelle à la violence de la rue, qui appelle à tuer des flics, qui appelle à contester les urnes. Et donc oui, vous avez toute une part de cette gauche-là, de cette gauche devenue folle, qui est prête en effet à descendre dans la rue, de cette gauche insurrectionnelle, de cette gauche insoumise, qui est prête à descendre dans la rue. Éventuellement, elle l'a déjà fait d'ailleurs, on les voit bien avec les Black Blocs, les Antifa, etc., qui est prête à descendre dans la rue pour défendre ses intérêts. Oui, on peut craindre naturellement cette hypothèse-là, bien sûr. Alors, ce qui serait une situation d'ailleurs difficile à gérer, puisqu'il y a les Jeux Olympiques approchent et qu'il y a déjà beaucoup d'effectifs de police qui seront engagés sur les JO. C'est pour ça que c'était malgré tout une folie de la part du président de la République de faire cette élection-là. Parce que lui pensant qu'il la gagnerait, et moi soutenant qu'il va la perdre, enfin, moi soutenant, c'est bien présomptueux ce que je dis là, mais moi et d'autres soutenant qu'il va la perdre, parce qu'il ne peut pas la gagner, enfin, sauf miracle, et dans ce cas-là je viendrai pour m'en excuser publiquement, mais je ne le vois pas. Donc il a pris un risque inconsidéré, ce qui fait penser d'ailleurs, et c'est une question qui commence à devenir dans le débat public, de se poser la question de savoir s'il n'est pas fou. Est-ce que le président Macron est fou? Et d'ailleurs, vous remarquerez que cette question-là, cette question iconoclaste, a été posée par le Figaro Magazine à lui-même. C'est-à-dire que dans le numéro du Figaro Magazine, le journaliste pose la question « Qu'est-ce que vous dites de ceux qui vous disent que vous êtes fou ?» Et ne serait-ce que d'oser poser maintenant cette question au président montre bien qu'il y a quand même, au cœur même de sa psychologie, quelque chose qui tourne pas rond.
Alors, Macron répond qu'il n'est pas fou, hein, je vous rassure, mais moi je pense, moi ça fait longtemps que je trouve que ce personnage trop narcissique a une faille. Il a une faille psychologique, il a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et on pourrait penser, alors peut-être pas fou, mais en tout cas, il est, de mon point de vue, dangereux. D'ailleurs, c'est une hypothèse qui apparaît peu plausible, mais en cas de menace grave et imminente, donc liée justement à des troubles, des émeutes après le deuxième tour des législatives, on pourrait éventuellement imaginer un potentiel recours à l'article 16 de la part d'Emmanuel Macron pour établir l'ordre. Oui, bien sûr. Là, toutes les hypothèses sont permises. Mais oui, bien sûr, il peut parfaitement, bien sûr. Mais vous vous rendez compte, l'article 16 à la veille des Jeux Olympiques, l'image que cela pourrait donner de la France en état de siège. L'article 16, c'est les pleins pouvoirs qui sont donnés au président de la République. Et ça veut dire la répression des émeutes, etc. Enfin, d'accord. Enfin, bon, ce n'est plus la vitrine d'une grande démocratie libérale qui serait offerte aux yeux du monde, mais une démocratie assiégée. Ce serait calamiteux, évidemment. Et alors, dans l'hypothèse d'une assemblée finalement avec aucune majorité claire, on pourrait avoir soit une situation finalement de blocage, de paralysie politique pendant un an, hein, puisqu'il faudra encore attendre un an avant la prochaine dissolution. Soit certains commencent à réfléchir finalement à une alliance qui pourrait finalement une espèce d'arc républicain entre guillemets, qui pourrait aller finalement du PS en passant par les écologistes. Le centre jusqu'aux LR qui n'ont pas voulu suivre Éric Ciotti. Hein. C'est possible. Je vous ai dit préalablement tout à l'heure qu'il y avait des ponts entre le front de la honte, le front populaire, le nouveau front populaire et le parti macronien. Il y a des ponts. Madame Spilbou, par exemple, votera donc une Renaissance, candidate Renaissance, votera LFI en second tour en cas de confrontation avec le RN. Donc on peut imaginer en effet qu'il puisse y avoir ces alliances contre nature, de mon point de vue, entre les macroniens et cette gauche totalitaire, puisqu'on a vu que même les sociodémocrates, et les macroniens sont des sociodémocrates dans le fond, mais ces sociodémocrates socialistes se rapprochaient eux-mêmes de cette engeance. Donc oui, on peut imaginer un scénario de cette gauche qui s'allierait au progressisme de Macron. Et ce ne serait pas incongru, parce qu'encore une fois, mais là je vous l'ai déjà dit, Macron et Mélenchon partagent la même vision d'une société multiculturelle, diversitaire, et partagent la même répulsion pour tous ceux qui se réclament de leur enracinement. Encore une fois, je pense que la grande dichotomie d'aujourd'hui, elle oppose les enracinés aux déracinés. Et les enracinés, c'est tout ce peuple qui a été rejeté, qui est un peuple majoritaire, ce peuple qui a été rejeté, le peuple des périphéries, le peuple du monde rural, qui a été rejeté par les élites citadines des grandes agglomérations. Et les déracinés, ce sont toutes ces élites parisiennes, notamment toutes ces élites des grandes agglomérations, mais qui également côtoient les classes populaires de la diversité, les classes populaires des cités, qui également peuvent être assimilées à des déracinés. Et en tout cas, quand on parle des cités populaires, c'est un abus de langage, parce qu'en fait, ce sont des cités qui ne représentent pas tout un peuple, ce sont des cités simplement d'un peuple, du nouveau peuple, de cette nouvelle France, que veut imposer et Macron, dans le fond, et Mélenchon. Donc il peut y avoir cette alliance pour effectivement accélérer cette survenue d'une nouvelle France qui reste malgré tout, alors qui a sa place, mais qui reste malgré tout minoritaire. Je rappelle quand même que les Français de souche, puisque c'est ainsi que maintenant Mélenchon les appelle, enfin les Français d'origine française, représentent encore à peu près 50 millions, sont encore à peu près 50 millions en France, donc très largement majoritaires, même s'ils baissent en démographie assez régulièrement, mais ils sont encore majoritaires. Donc s'ils se réveillent, ils peuvent se faire entendre, malgré tout. Et je ne suis pas le dernier des Mohicans, il y en a beaucoup derrière moi. Et Emmanuel Macron a balayé l'idée d'une démission en cas de défaite aux législatives. Quelles seront les marges de manœuvre du président de la République en cas de cohabitation, puisqu'il sera réduit finalement à un rôle marginal, un rôle de représentation? Écoutez, on a eu déjà des cohabitations. Ça se passait malgré tout dans ce théâtre politique plutôt bien, parce que c'était deux mêmes, alors c'était de la gauche et de la droite, mais c'était deux mêmes formations qui, dans le fond, se réunissaient pour défendre le même modèle de société. Là, le problème, c'est que s'il y a une cohabitation, ce sera deux modèles de société qui s'entrechoquent. C'est-à-dire, il y aura le vieux modèle d'une société qui, de mon point de vue, s'effondre, société mondialiste, supranationale, diversitaire, celle de Mélenchon, Macron et tout cela, et puis une société qui est une société beaucoup plus souveraine, beaucoup plus
enracinée, pour reprendre, si vous voulez, mon terme, et qui elle, n'a plus rien à voir, dans le fond, avec ce monde qui s'éteint, avec ce monde qui s'écroule. Et ce nouveau monde n'a pas à faire de concessions, il n'aura certainement pas à faire des concessions. Donc je ne sais pas comment ça va s'en sortir, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il y aura un affrontement politique entre deux conceptions d'une société. Peut-être faudra-t-il que les Français aient à nouveau à trancher plus clairement sur quel type de société ils veulent. Mais est-ce que le président aura cœur de lancer à nouveau un référendum après avoir fait une législative? Alors c'est à lui de se débrouiller. Écoutez, il a mis le pays dans un tel chaos, il suscite de tels conflits partout où il arrive. Ce qui est très curieux dans ce président, c'est qu'à chaque fois, il manie les peurs pour essayer d'asseoir son pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a d'abord été la peur du réchauffement climatique, après ça a été la peur du Covid, il a fait la guerre au Covid, après c'était la peur de Poutine, maintenant ça va être la peur de Bardella, la peur de l'extrême droite, la peur. N'ayez pas peur, a-t-il dit d'ailleurs dans le Figaro Magazine. N'ayez pas peur, allez voter, n'ayez pas peur. Il parle comme le pape, il se prend pour le pape. Mais les gens n'ont pas peur, S'ils ont peur, ils ont peur de lui. Merci beaucoup pour votre éclairage, Yvan Rioufal. Merci à vous.